Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe Hays, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talent in Progress. Dans une récente édition de ma newsletter Talents of Tomorrow, je m'interrogeais sur comment préparer nos enfants au monde du travail de demain. La rédaction de cet article m'a inspiré pour le sujet de notre podcast aujourd'hui. Est-ce que le monde de l'entreprise sera différent pour nos enfants ? Pour aborder ce sujet aussi intéressant que complexe, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Thibaut Roncin, DRH du groupe SOS. Bonjour Thibaut. Bonjour Frédéric. Thibaut, en plus d'échanger avec toi en tant que professionnel des ressources humaines, je crois qu'on va pouvoir aussi traiter ce sujet en tant que papa, puisque tu es aussi l'heureux papa de 2 jeunes enfants. Absolument. C'est bien ça ? De 4 et 2 ans. De 4 et 2 ans, donc on a les mêmes âges. Absolument. On va se comprendre. J'espère. On va pas partager plein de choses. On va essayer. Thibaut, pour commencer ce podcast, ce que je te propose, c'est de nous présenter un peu ton parcours professionnel, le rôle que tu occupes aujourd'hui et l'entreprise pour laquelle tu travailles. Absolument, avec plaisir. Déjà, merci pour cette invitation. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis DRH du groupe SOS et je suis arrivé dans les RH, on va dire en 3 temps, par hasard, par opportunité et par conviction. Par hasard, au début de ma carrière, par un choix de travailler vite, dans le choix de l'alternance, et que mon premier job en alternance s'est trouvé dans les ressources humaines, dans un service de ressources humaines, et il m'a permis de découvrir une partie du métier et de commencer ma carrière dans ce secteur, entre guillemets, d'activité. Dans un deuxième temps, j'ai garder les ressources humaines comme opportunité d'accès à mes métiers cœur, qui étaient les métiers de l'humanitaire. Et donc, j'ai passé une partie de ma carrière dans le secteur de la solidarité internationale et les RH ont été la clé d'entrée pour rentrer dans ces métiers et qui m'ont permis de découvrir le poids des collectifs dysfonctionnels, des managements qui fonctionnent mal, etc. et qui m'ont donné envie, du coup, de devenir DRH par conviction pour apporter ma pierre à l'édifice des collectifs qui fonctionnent mieux et de faire en sorte d'avoir une influence sur des collectifs impactants en étant DRH de conviction. Comme quoi, l'alternance, c'est un tremplin pour plein de choses. Absolument. Aussi. Ça fait partie de mes gros sujets de DRH aujourd'hui, sur le pour groupe SOS, du coup, qui est un acteur pionnier dans l'innovation sociale et qui est un acteur reconnu depuis 1984 dans sa capacité à mettre en œuvre un ensemble d'actions d'intérêt général, donc avec une diversité de métiers, plus de 100 métiers au sein du groupe SOS et 22 000 collaborateurs qui travaillent dans de très nombreux établissements sur le territoire et dans une 50aine de pays. Dans ce secteur d'activité, enfin en tout cas dans ce champ, on se retrouve avec énormément de métiers dans le soin, dans la cohésion sociale, dans l'insertion professionnelle, et c'est ça qui fait en sorte que, en tant que DRH, j'ai la joie de pouvoir essayer de contribuer à attirer des gens dans cet alignement entre travailler et travailler pour l'intérêt général. Et donc l'alternance, c'est aussi un moyen d'attractivité, d'alimenter tous ces sujets, tous ces départements, toutes ces entreprises. Absolument. On a des ambitions d'alternance très fortes, qui on va dire comme beaucoup d'entreprises récemment. C'est beaucoup démocratisé. C'est très démocratisé. Ouais. Thibaut, pour commencer, je te propose de répondre à la question du podcast. Est-ce que, selon toi, le monde dans l'entreprise sera différent pour nos enfants demain ? Ils ont tous les 4, nos 4 enfants, ils ont 2 et 4 ans, donc on va dire que dans 20 ans, ils vont commencer à rentrer sur le marché du travail. Est-ce que le monde dans l'entreprise sera différent pour eux qu'il ne l'est pour nous aujourd'hui ? Pour préparer ce podcast, j'ai eu la chance de retomber sur un livre que mon oncle m'avait offert, un livre de Jean Boissonnat qui s'appelait « Le travail dans 20 ans ». Et ce livre date de 1995. D'accord. Donc, j'ai envie de dire, on est dans le thème et ce questionnement a certainement eu lieu de nombreuses fois et aura lieu encore de nombreuses fois. Donc, premier élément de réponse, oui, je pense qu'évidemment, il sera différent dans 20 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Je dirais pour 3 principales raisons. L'accélération de l'accès à l'information. C'est-à-dire que globalement, on se retrouve aujourd'hui encore plus qu'hier et probablement encore plus demain avec la 5G, la 6G, peut-être un jour la 7G, de se dire qu'il va falloir faire un tri énorme dans l'accès à l'information qu'on a pour gérer nos vies et nos vies dans les entreprises. Donc le premier sujet, je pense, de changement, c'est cette diversité d'informations, cette quantité d'informations et cette instantanéité de l'accès à l'information qui va continuer à s'accélérer et qui est un grand changement, je pense, dans les entreprises. Quand hier, on parlait de faire un plan stratégique à 10 ou 15 ans, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même peu d'entreprises qui sont capables d'afficher un plan stratégique à 10 ou 15 ans et que les maîtres mots depuis quelques années sont déjà l'agilité, l'adaptation, etc. Je pense que ça va continuer à s'accélérer. Donc le premier, je pense, changement, ça va être l'accès à cette information et la maîtrise
maîtrise de ce niveau d'information instantanée permanente qui fait que ça va engager forcément des changements encore plus profonds demain qu'aujourd'hui sur l'entreprise et donc le monde du travail. Et peut-être plus fréquent aussi. Et plus fréquent. Ouais. Et je pense qu'il y a la quantité, puis il y a aussi la qualité. C'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus accès à une information non maîtrisée, pas forcément contrôlée. Le contrôle des fake news, la source à vérifier. Donc ce travail de filtre dans la quantité d'informations va être encore plus fort demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est évidemment un grand sujet pour moi, je pense, de changement dans le monde de l'entreprise. Le deuxième, il est évidemment climatique, ou en tout cas comment on va être en capacité de gérer et d'adapter nos organisations, y compris entreprises, à ce changement climatique qui est en accélération en termes d'impact entre il y a 20 ans, aujourd'hui et dans 20 ans. Malheureusement, je pense que cette accélération du changement climatique va impliquer nécessairement des changements dans la manière de travailler, la manière de s'adapter à son écosystème pour les entreprises. Ouais, et un impact de plus en plus prégnant pour les entreprises, même si finalement... Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'internalisent pas ces données parce que parfois n'ont pas les moyens de le faire, laissent parfois le soin à des grandes entreprises. Alors ça donnait aussi lieu à des thématiques comme le green bashing et toutes ces formules. Est-ce que là tu parles justement d'accès à l'information, du côté écologique, social, des transformations qu'on vit tous aujourd'hui qui sont dans notre environnement et effectivement qui s'accélèrent et qui sont absolument imprévisible, à mon sens. Alors, on peut créer des scénarios et essayer de les prévoir, mais à mon sens, beaucoup d'éléments sont peu prévisibles. Ou alors, on peut les voir arriver, mais on a du mal à déterminer l'impact qu'ils auront sur nos organisations. Qu'est-ce que, sur ces deux éléments que tu as cités, ou trois avec la partie sociale, quels sont les impacts que tu vois pour les entreprises dans leur quotidien ou les jobs, et potentiellement par ricochet, par les gens qui les occupent et qui travaillent dans ces entreprises? Je vois au moins deux impacts distincts. Le premier, c'est l'accélération de la porosité personnelle professionnelle, c'est-à-dire que, encore une fois, les crises récentes, je pense à la crise sanitaire du Covid évidemment, qui a bouleversé les organisations avec ce choc du télétravail, de l'équilibre personnel professionnel, rajouté à des enjeux sociétaux de, finalement, on subit moins le cadre du travail, on intègre beaucoup plus le personnel dans le professionnel et le professionnel dans le personnel aussi. Donc cette porosité entre guillemets entre les mondes est un élément qui pour moi va aussi accélérer les changements dans 20 ans, dans le sens où possiblement l'entreprise doit s'intéresser à la diversité des humains, des hommes et des femmes qui la composent et autant que possible s'y adapter, sinon elle ne survivra pas. On ne peut pas avoir des personnes et des collaborateurs qui sont les mêmes, la même manière de travailler, qui ont le même engagement au quotidien, la même disponibilité, etc. Donc ce champ, je pense, du changement de la porosité personnelle et professionnelle est un premier sujet pour moi d'impact, de conséquences, entre guillemets, de ces changements et d'accès à l'information aussi dans l'absolu. Le deuxième, il est plus, je pense... de l'ordre de mode de travail, quand on parle de l'hybridation du travail, des freelances, des entrepreneurs, du temps partiel, beaucoup plus de collaborateurs, de personnes d'ailleurs, pas de collaborateurs, d'humains, dans le monde du travail, voient le monde du travail non plus comme je rentre dans une entreprise, quelle que soit ma manière d'y rentrer, mais j'ai une liste de tâches, un contrat, c'est ça, un contrat, etc. Mais vraiment de se dire je choisis, et donc dans le je choisis, il y a aussi le choisi les modes de contrat. Alors parfois c'est subi, tout le monde ne choisit pas aujourd'hui, mais néanmoins il y a un côté, l'entreprise doit de plus en plus intégrer dans son écosystème des gens qui viennent, qui restent pas forcément 10 ans, qui passent, qui contribuent à un projet, qui contribuent en temps, à des temps qui sont pas les mêmes d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Bref, cette diversité des contributions fait partie pour moi aussi des grands changements à venir, qui vont se renforcer en tout cas à l'avenir, je pense. Et je suis d'accord avec toi, et je pense que aussi une chose qui sous-tend ce que tu viens de dire, c'est la capacité à travailler en écosystème, en collaboration, à intégrer toute cette grande variété de choses qui est dans notre environnement, et cette variété, ces diversités qui sont dans beaucoup d'entreprises ou qui sont activées dans beaucoup d'entreprises, et ça suggère potentiellement des compétences nouvelles. Est-ce que au sein du groupe SES, et vous êtes déjà, je regardais votre actualité et votre entreprise, à mon avis, assez en avance et précurseur sur ces sujets, parce que c'est votre core business, justement, d'avoir un impact social, contribuer, au-delà d'être une entreprise, parce que vous êtes aussi une entreprise comme toutes les autres. Est-ce que en interne, dans les compétences, dans vos programmes, dans le recrutement, dans la mobilité, dans tout l'écosystème que vous gérez, et Thibaut, tu le disais, il y a une grande variété de domaines dans lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites
que vous avancez, sur lesquels vous êtes attentif? Il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles on essaie d'être attentif. Le premier, c'est un enjeu de congruence ou de cohérence à minima entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et entre les engagements qu'on a collectivement et la manière dont chacun les vit au quotidien dans son métier. Donc c'est vrai dans toutes les entreprises, c'est encore plus vrai dans une entreprise qui est d'intérêt général, qui a des plaidoyers pour faire bouger les lignes de la société en termes de politique publique, en termes d'intégration, en termes de diversité, en termes de solidarité. Donc forcément, quand on parle et qu'on écrit des plaidoyers pour dire voilà ce qu'on pense par rapport à nos professionnels de terrain qui devraient bouger pour une société plus inclusive et plus solidaire, globalement, forcément, il faut que ça se traduise aussi dans les faits pour les collaborateurs qui font partie du groupe SOS et dans leur quotidien. Donc on a un premier sujet, c'est s'assurer qu'on mesure ce ressenti de manière fiable, régulière, et qu'on s'assure d'être bien au rendez-vous du ressenti des collaborateurs par rapport à ces sujet de valeur et de plaidoyer. Et le deuxième, c'est faciliter par les managers de proximité en particulier. On considère nous 1500 managers au sein du groupe SOS. On va les accompagner pour qu'ils soient les plus outillés pour gérer cette diversité de profils, d'un point de vue purement gérer de manière inclusive des profils divers et variés, certains plus ou moins éloignés de l'emploi, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, interculturels, etc. Donc cette diversité de profils, c'est un sujet évidemment d'inclusion et de faire travailler des collectifs différents. C'est un sujet pour nos managers. Et on est un groupe d'innovation sociale, on se définit comme tel, donc on cherche des solutions, on essaie d'être à l'écoute de notre écosystème, on ne définit pas une stratégie à 15 ans ou à 10 ans et même à 5 ans, on le fait à 5 ans, mais en tout cas, elle n'est pas définie dans le marbre, entre guillemets, en termes de quoi. Ce qu'on veut définir, c'est le comment. Et donc, en fait, dans ce comment, il y a un côté, on veut que nos équipes soient libres d'audace, d'innovation, etc. Et donc, que les managers favorisent la diversité des profils, la gestion de collectifs diversifiés et la capacité à innover et à tester des nouveaux dispositifs. Donc ce sujet de soft skills et de faciliter collectivement le fait que les managers facilitent les bonnes idées, facilitent l'émergence d'idées, le droit à l'erreur, etc. C'est des éléments qui évidemment animent nos politiques. Et j'allais te poser la question et tu commences à y venir, c'est qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre entreprise justement pour faciliter l'audace et l'initiative? Alors on met plusieurs exemples, enfin plusieurs choses. Je pense que j'ai deux exemples en tête. Le premier, on affiche, entre guillemets, ce qu'on attend en termes de comportement observable de nos managers pour faciliter, entre autres, cet esprit d'initiative et cette innovation. C'est un premier élément. Donc, on l'affiche pour aussi poser un cadre commun à tous. Et du coup, vous en faites un élément culturel. On en fait un élément culturel et ensuite, on mesure le ressenti des équipes. C'est-à-dire que globalement, on va demander aux équipes, est-ce que c'est une réalité que vous ressentez quel que soit le ressenti. Enfin, dans le sens, il n'y a pas de bonne réponse. C'est est-ce que oui ou non, vous estimez que... Et une fois qu'on s'est dit ça permet pour les managers et les directeurs et directrices concernés d'aller se dire, en fait, on pensait que le fait de l'afficher, ça suffisait. Dans nos comportements, peut-être qu'on induit une forme de blocage de telle ou telle personne ou telle équipe n'a pas voix au chapitre sur l'innovation. Donc, on a des sujets de mesure et d'affichage. Et puis ensuite, on va faire de la formation, du partage des pratiques. On va créer la transversalité, qui est pour nous aussi, évidemment, terroir, entre guillemets, fertile à l'innovation. Donc, on va faire rencontrer nos équipes sur les territoires, en intermétier, pour définir des nouveaux modèles, pour répondre à d'autres types de problématiques sociétales qui éventuellement seraient pas suffisamment bien prises en compte aujourd'hui. Donc on favorise les rencontres, on favorise l'ambiance de travail aussi, le respect entre les collègues et l'ambiance aussi festive au sens être sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc faciliter le fait d'échanger, de partager des idées, ça en fait partie. Je suis d'accord avec toi Thibaut, et ces rencontres-là parfois elles sont minimisées, on se dit que c'est sans doute une perte de temps en entreprise, de prendre du temps, de se rencontrer, de mélanger les équipes. Et en même temps, moi j'ai toujours observé que c'est un créateur de liens, et que ce lien, il permet de créer des réseaux informels et formels en interne dans les entreprises. Il crée la capacité à collaborer, et cette collaboration, ces écosystèmes, cette rencontre de diversité, il est souvent générateur de créativité, de réflexion. Ce qu'il faut, et je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, il faut toujours essayer aussi d'accompagner, de donner moyens de l'action à ces rencontres, à ces réflexions, parce que sinon on peut rester dans un mode de paralysie, d'analyse ou de réflexion projective, sans concrètement sur le terrain de se dire qu'est-ce qu'on en fait.
Ouais, je te rejoins et je rajoute même le côté engagement dans le sens, Oui. ça facilite aussi le pourquoi je suis là et je suis pas juste là parce qu'on m'a demandé ou parce que ça fait partie de mon job. Mm. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre d'émotion de mon cœur dans l'ouvrage. Et aujourd'hui, c'est là où l'intérêt qu'on a au sein du groupe SOS d'être un acteur de l'économie sociale et solidaire et de se dire que possiblement le sens général est plus facile à trouver dans l'alignement des valeurs et de l'engagement. On a moins un sujet de désengagement comme d'autres secteurs d'activité que de surengagement potentiel puisque justement ce projet sociétal incarné et pour lequel le groupe SOS contribue avec ses différentes activités, pour un collaborateur qui s'y engage, entre guillemets, il y a un côté volonté d'engagement qui est plus facile à trouver. Donc ces temps collectifs, c'est aussi de se dire ça laisse la porte ouverte à des gens qui voudraient émerger l'idée, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de pousser. On a par exemple un programme d'intrapreneuriat qui favorise l'émergence d'idées internes pour aussi se dire l'idée elle vient pas que d'une équipe de développement, innovation ou des dirigeants. Les bonnes idées peuvent venir de partout et donc comment on facilite le fait que les gens osent en parler, ces temps d'ambiance pour y revenir, ça en fait partie, c'est de dire finalement il y a aussi un droit à la parole, il y a aussi des endroits faits pour ça, vous sortez de votre quotidien du travail pour avoir un moment avec des collègues, avec d'ailleurs des collègues et de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion non plus de j'ai pas accès à, on peut parler à tout le monde, on peut aller rencontrer tout le monde et c'est une facilité d'horizontalité dans l'entreprise qui est facilitante aussi. De transversalité en tout cas à minima. Et tu sais, la génération de nos enfants, donc c'est la génération Z, souvent qu'on appelle la génération des zappers. Et l'une des caractéristiques qu'on entrevoit de cette génération-là, qui sera née avec tout l'aspect digital et ainsi de suite, c'est d'être justement la génération qui picore, qui papillonne, qui a du mal à s'engager, qui est potentiellement écologiquement anxieuse et qui a besoin de sens. Est-ce que plusieurs séries de questions, je vais commencer par une. Est-ce que tu penses que nos enfants auront la capacité à s'engager en entreprise de la même manière que nous l'avons fait ? J'ai envie de dire, j'espère que non. Dans le sens, je pense que la génération, ou les générations, et en particulier la génération Z dont on parle maintenant, mais je pense qu'ils n'attendent pas des promesses, ils attendent des preuves, entre guillemets, beaucoup plus rapidement que les générations d'avant. Si on prend la génération de nos parents, si on prend un peu plus loin, il y a un côté, finalement, il y avait une forme d'Eldorado projeté de la retraite, OK, aujourd'hui, vous rentrez au bas de l'échelle dans votre entreprise ou dans votre secteur, mais vous allez avoir des carrières, des évolutions, et un jour, vous verrez, ce sera mieux. On est une génération un peu hybride, qui a connu le chômage de masse, qui a connu l'arrivée d'Internet, qui a connu pas mal de bouleversements dans l'écosystème professionnel. Donc on est un peu plus court-termiste que la génération de nos parents, et je pense que les générations à venir sont encore plus court-termistes, mais non pas pour moi en tout cas, non pas dans un enjeu de zapping, de ça ne m'intéresse pas, mais de se dire, OK, vous m'embauchez, vous me faites une promesse, juste si je ne la vois pas opérante dans la réalité, ancrée dans le réel rapidement, et le rapidement et pas le même rapidement que ce qu'on pouvait nous éventuellement avoir en tête, et encore moins ceux de nos parents, enfin la génération de nos parents. Ce rapidement-là, effectivement, si l'entreprise n'est pas au rendez-vous rapidement, on peut avoir des zappers. Et pour moi, c'est pas un sujet de non-intérêt, c'est pas un sujet de désengagement. Je pense que c'est un sujet de volonté d'optimiser ma contribution. Encore une fois, ça revient à l'accélération de l'information. L'accélération des changements fait que si j'ai quelques heures ou quelques jours dans mon année ou dans ma semaine pour contribuer dans le cadre d'une entreprise, j'ai envie qu'elle ait de l'impact. Pour moi, c'est un engagement plutôt d'action. Et cette génération, elle a besoin de confirmation dans le réel, plus rapide qu'avant. Et c'est là où nous, entreprises, on doit être en capacité non pas de faire des promesses et éventuellement de subir le côté « Oh oui, ils sont repartis vite, ils n'ont pas voulu notre CDI. » Comment on fait pour faire vivre en fait nos équipes, d'où l'importance d'appuyer nos managers de proximité, parce que c'est un vrai challenge pour des managers de proximité que de gérer des équipes avec un mix d'intérim, un mix de CDD, un mix de diversité de profils qui ne s'engagent pas de la même manière qu'eux-mêmes s'étaient engagés précédemment. Donc c'est un gros sujet pour moi, mais qui est passionnant, je trouve, pour les années à venir, de comment on va faire vivre des écosystèmes diversifiés, au-delà des profils, dans la manière de voir la contribution dans l'entreprise. Thibaut, la question que je me pose aussi, c'est que, et je pense que on se dirige vers ça et que c'est bien, et je pense qu'il faut tous user de notre influence pour convaincre et inspirer d'autres entreprises à suivre ce sillon-là, parce que à titre personnel, j'y suis engagé. Est-ce que la question que je me soulève, qui est dans ma tête, c'est est-ce que toutes les entreprises peuvent se payer une orientation sociale ? Est-ce qu'elles peuvent tous se payer
la transition écologique. Tu sais, il y a beaucoup de ces sujets-là où il y a pas mal des gouvernements qui, je vais faire un anglicisme, qui scale back, qui reviennent sur leurs engagements sociétaux, environnementaux, parce qu'ils sont coûteux, parce qu'ils sont contraignants, et parce que eh bien, la conjoncture économique n'est parfois pas favorable, parce que la santé financière des entreprises n'est pas au rendez-vous, elles sont trop petites, et parfois c'est un sujet complexe, et parfois c'est un sujet de ressources, on n'a pas le temps d'y penser. Donc, est-ce que le monde de l'entreprise évoluera vers un impact positif, sociétal, environnemental? Il est très souhaitable pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. Est-ce que toutes les entreprises peuvent se le payer aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que du coup, les entreprises qui n'ont pas pris ce virage-là, elles seront pas du tout séduisantes pour nos enfants demain? Et donc du coup, eh bien, le cas de ces entreprises ne fera que s'aggraver. Et est-ce que finalement, il ne faut pas trouver un peu les réconciliables et réconcilier ces deux phénomènes? De se dire, parfois, on peut avoir des entreprises qui a peut-être pas un sens social ou un impact environnemental qui soit très positif, mais en même temps, on peut y rentrer et être acteur. C'est le mot que tu as choisi tout à l'heure, et essayer d'utiliser son influence pour transformer l'entreprise qu'on rejoint. C'est beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je pense qu'il y a 2 éléments de réponse qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est un angle de on n'a pas le choix. Je pense qu'il y a un côté, de facto, je suis d'accord. Je vais reprendre le Don't Look Up d'un film sorti il n'y a pas longtemps, comme vous le savez, ou il y a quelques années déjà, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que pour moi, les entreprises qui n'ont pas intégré le fait qu'ils ont un rôle à jouer dans la transition écologique, dans un impact positif pour la planète et pour la société, entre guillemets, elles peuvent continuer une trajectoire. C'est pas forcément aujourd'hui que toutes vont prendre le mur, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Donc après, la question, c'est de se dire, est-ce que il faut passer du tout au tout entre on ne savait pas mesurer nos impacts, et je vais reprendre les éléments de conformité, de réglementation qui bougent. Je pense en particulier à la CSRD au niveau européen, qui va de toute façon imposer petit à petit à l'ensemble des acteurs de mesurer leurs effets, leurs impacts, la fameuse double matérialité entre, en gros, quels sont les impacts de ce que j'achète pour créer ma chaîne de valeur, ou quels sont les impacts en amont et en aval, quels sont les impacts sur mes clients et sur mes produits, mes services, etc. Donc ces notions de savoir d'où on part en termes d'impact, pas que écologique, on parle de durabilité, donc durabilité sur les territoires, sur l'emploi, sur un ensemble de parties prenantes. Donc finalement, la meilleure entreprise de demain, c'est pas forcément celle qui a le plus d'impact, c'est celle qui est en meilleure capacité de s'adapter à son écosystème. Et donc je pense que c'est pas tant est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de se payer le move, c'est il faut y aller. Il faut le faire. La question, c'est chacun y va avec à la hauteur de ses moyens, à la hauteur de son business model, à la hauteur de son écosystème et à la hauteur, entre guillemets, de sa stratégie. Est-ce que j'ai le temps de faire un virage long parce que je suis dans un écosystème qui est finalement dans une zone à faible turbulence, donc je vais aller vers cette trajectoire, mais je vais pas y aller à la même vitesse que mon voisin dont le marché est complètement en disruption et que s'il bouge pas, les concurrents vont tout changer dans 2 ans. Donc bien évidemment qu'il faut s'adapter. Je vois le sujet réglementaire d'une part qui va faire de toute façon une forme de pression. Qui va structurer ça. En tout cas, donner un langage commun et des éléments de milestones et de cibles, entre guillemets, atteignables pour différentes catégories d'entreprises. Et le deuxième, c'est effectivement le côté attractivité. Je pense que cette notion de cohérence et de consommateur pour les consommateurs, c'est de collaborateur pour nos collaborateurs de demain, quelle que soit leur contribution à l'entreprise. Je pense qu'effectivement, les entreprises qui seront en meilleure capacité d'aligner entre guillemets, leur business model avec les attentes de leurs collaborateurs de demain auront un avantage concurrentiel sur les autres. Ça ne veut pas dire que ça doit passer du tout au tout et de tout dire, en fait, le salaire ne sert à rien, par exemple, il faut vendre du sens. Ça ne fonctionne pas. Le sens au travail, c'est bien plus que ça. Donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments de réponse, mais je pense que ces 2 éléments-là sont structurants dans le contexte. Et du coup, ça fait écho chez moi quand je t'écoute et en fait, tu as raison, c'est pas une question de moyens financiers, c'est avant tout une question de volonté. Est-ce que on veut embrasser le monde dans lequel on est, les changements qu'on peut prévoir et qui sont déjà autour de nous et qui sont juste de plus en plus prégnants et de plus en plus urgents, ou est-ce que on n'a pas envie de le faire et ça contribue au développement et à la mue de son entreprise, ça contribue à s'adapter à l'environnement dans lequel on est, et ça contribue à créer un environnement de travail qui est agile et qui viendra attirer des talents de demain dont les entreprises auront besoin. Et si ce tournant n'est pas pris,
tôt ou tard, et plus ça sera tard, plus ça sera difficile pour elle. Plus le coût d'entrée sera élevé. Exactement. Et donc, attirer des talents pour pouvoir rejoindre son entreprise, la développer, qu'on soit dans une grande croissance ou dans un mode de survie, parce que parfois, on en passe à des moments où les choses sont plus difficiles. Ces entreprises, elles sont peut-être amenées à être en très grande difficulté, voire à disparaître. Et donc, et un autre sujet pour le monde du travail de demain, et tu sais, c'est un phénomène que nous, on a pris au rebond il y a déjà 10 ans. J'ai lisé une étude sur l'URSSAF. Il y a aujourd'hui, l'URSSAF dénombre plus de 4 millions de travailleurs indépendants avec des formats et des statuts juridiques variés. Est-ce que l'entreprise et le monde du travail demain ne sera pas en fait une collection, par la diversité tout à l'heure, d'individus qui travaillent de manière très différente, indépendants, en intérim, en permanent. On parle aussi beaucoup d'alliances dans les entreprises. Comment finalement, souvent dans le monde dans lequel on a grandi, en Occident, avec un capitalisme souvent qui est vu comme agressif, concurrentiel, combatif, n'a pas toujours mis en avant l'alliance et le partenariat comme une source de développement conjointe. Et donc sur le sujet des talents, du monde du travail, ma question, en gros, c'est: est-ce que dans le futur, tu vois toi aussi un monde d'entreprise dans lequel il y a de plus en plus de ponts, un écosystème quasiment biologique dans lequel les choses respirent, les choses muent en permanence, et la norme, c'est plus rester comme on est. La norme, c'est la transformation quotidienne avec ses équipes, avec ses dirigeants, avec la donne environnementale et sociétale dans laquelle on est. Je pense qu'effectivement, quand on parlait tout à l'heure des différents changements plus forts maintenant, le côté porosité personnelle, professionnelle, entre autres, oui, est une partie de l'explication de comment nos entreprises vont évoluer demain. Hier, c'était plus facile de se dire, en fait, et d'ailleurs, ça fait partie des propos de nos managers d'hier, de dire, en fait, tes problèmes perso, reste à la maison. Donc, il y avait une frontière entre le monde de l'entreprise et le monde personnel. Je vais tirer le trait. On était capable de dire, OK, j'ai des consciences environnementales, oui, moi, personnellement. Mais bon, mon boulot, c'est mon boulot. C'est ça. Quand je vais au boulot, je peux très bien bosser pour mon entreprise. Je suis là pour avoir un cadre respectueux de travail, une contribution qui met en avant ma reconnaissance sociale, mes compétences, etc. Et un salaire qui me permet éventuellement de faire autre chose. Et pourquoi pas d'aller donner une partie de ce salaire d'ailleurs pour me donner bonne conscience, ou en tout cas pour contribuer d'une autre manière à d'autres acteurs, etc. Oui. Donc il y avait un côté, je ne regarde pas, je ne souhaite pas regarder forcément l'impact de mon entreprise. C'est pas ça que je viens chercher dans le monde du travail, mais je vais aller repartir de mon entreprise le soir après le bureau, par exemple. Je vais aller acheter des produits qui viennent de je ne sais où, peu importe, c'est pas encore la même chose. Donc c'est ce désalignement entre mon rôle de consommateur, mon rôle de collaborateur et mon rôle de citoyen était beaucoup plus possible sociétalement, accepté sociétalement hier. Aujourd'hui, beaucoup moins. On peut difficilement dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Je veux dire, après le, je ne sais pas combien de tième rapport du GIEC, c'est difficile de dire « Oh non, ça ne me concerne pas ». On est tous concernés, globalement, quelle que soit notre contribution. Donc, cet enjeu de changement, pour moi, il va être de plus en plus fort. Et donc, de la même manière que l'entreprise s'inscrit dans un écosystème, l'entreprise de demain ne peut pas dire, moi, mon job, c'est de créer des produits X ou des services sans aucune prise en compte de ce que ça impacte sur mes fournisseurs, mes clients, ma chaîne de valeur, encore une fois, mon écosystème. Donc, il faut que l'entreprise évolue et il faut que les personnes qui la composent évoluent. Et donc, cette porosité personnelle professionnelle, c'est des collaborateurs plus engagés finalement dans le pourquoi et dans le comment dans l'entreprise, pas simplement je contribue qu'à un bloc de mon processus, de ma chaîne de valeur de l'entreprise. Et puis ensuite, du coup, d'avoir effectivement une meilleure diversité des profils, y compris dans leur contribution, avec des freelances, des auto-entrepreneurs, des CDI, des CDD, des jeunes, des vieux, enfin bref, une diversité plus générale. Et je rajouterais même l'IA, puisque potentiellement, c'est aussi comment on va coopérer entre finalement des choses qui étaient faites hier par des collègues humains. Demain, possiblement, une partie de ces tâches vont être faites par des IA, ou en tout cas des programmes quelconques d'accompagnement. Et comment on va trouver chacun sa place. Le monde du vivant, l'entreprise demain doit devenir encore plus intégrée dans le vivant, donc bouger. Et donc du coup, nos enfants n'ont pas besoin d'être bipolaires et d'avoir une vie perso et une vie professionnelle. Ils pourront combiner tout ça et dans des entreprises qui l'accepteront davantage. Je pense qu'encore plus, j'espère, c'est ce que j'espère, mes souhaits. Je pense que, encore une fois, je le souhaite aussi. Ce matin, j'étais encore en train de déposer un doudou à la crèche. C'est accepté, même si j'étais un petit peu en retard pour éventuellement mon premier rendez-vous. Mais peu importe, il y a un côté d'acceptation, de se dire, OK, t'as le droit d'être aussi papa et pas que DRH. Donc, je pense que demain, ce sera probablement encore une réalité de se dire, cette société est
finalement, le terme société qui aujourd'hui dévolue aux sociétés commerciales, mais finalement, entreprendre, c'est l'entreprise, c'est un écosystème à l'image de la société. Et finalement, dans l'entreprise, on doit faire société. Donc, comment on s'assure que les hommes et les femmes qui composent nos organisations aujourd'hui et encore plus demain, en fait, il y a une forme de continuité de ma vie personnelle et du moment où j'ai décidé d'aller passer la porte mon entreprise, ou pas passer la porte d'ailleurs demain. C'est peut-être qu'on change nos propres formules. Quand j'ai décidé de me mettre mon cerveau en contribution au projet d'entreprise dans lequel je suis, comment j'y contribue et comment je ne fais pas fi du reste de mes engagements, de ma vie personnelle, etc. Il y a tout un courant aussi de pensée dans les entreprises qui disent que c'est formidable d'accueillir tous ces changements, la diversité et ainsi de suite, mais en même temps, et de prendre en compte nos vies perso, nos vies pro, mais que c'est vraiment pardon pour le mot, un gros bordel à diriger. Et que du coup, on crée un environnement qui est agile, qui est fabriqué de beaucoup de sons de cloches différents, de variété, de diversité, sur le sujet immense de la diversité, mais que concrètement, à diriger vers un objectif, eh bien, ça rend les choses difficiles parce que eh bien, les éléments de structure sont parfois difficiles à lire, les règles sont à géométrie variable et que ça crée des tensions et que ça devient un peu... et on peut le voir dans nos démocraties dans lesquelles tout le monde a une voix et s'exprime et prend parole sur ce qu'il souhaite, sur son intention, sur ce qu'il veut, sur sa vision de la société. Est-ce que cette immensité de points de vue qu'on peut réunir autour d'entreprise pour notre bien-être global, et donc intégrer nos vies perso, nos vies pro, ne va pas rendre, d'un point de vue managérial et gouvernance, les entreprises dans une grande difficulté à piloter ça et à donner du sens, en fait? On parlait de sens et je me dis, est-ce que finalement, eh bien, ça ne sera pas une distraction du sens parce que on entendra tout, il se passera tout et rien à la fois. Ouais, je vois le verre à moitié plein. Oui. C'est mon côté optimiste et je me dis, je pense que c'est pas une distraction du sens, ça va être au contraire aller à l'essentiel. Je pense qu'il y a un côté core business et core sens. C'est-à-dire en gros, aujourd'hui, ce qui est frustrant, ce qui est perturbant, ce qui est compliqué, c'est de se dire, dans des organisations où on a un angle process pour délivrer, entre guillemets, forcément, dès qu'il y a des changements, des aléas, ça nous fait sortir du process. Allez, je vais reprendre le pilote de ligne, puisqu'on parlait tout à l'heure de pilote de ligne. Oui. Faut aller prendre page 8. C'est ça. J'ai pas de train d'atterrissage. Donc, cet enjeu de process potentiel est forcément perturbant parce que le moindre aléa crée de la complexité, crée du stress, crée de la difficulté par rapport à la théorie, j'ai envie de dire, parfaite de la bonne delivery ou de la bonne contribution. À partir du moment où on s'enlève ça de la tête et qu'on se dit, en réalité, il y a un autre mode de fonctionnement, c'est quoi le sens général de mon entreprise? C'est quoi l'objectif de mon impact souhaité? Quelle que soit la manière, en tant que dirigeant, finalement, si la manière est respectée et que l'impact est là, à la limite, le comment, dans certains business, peut être plus facilement mis de côté, ou en tout cas maîtriser différemment que par le contrôle de processus, entre guillemets, pour fonctionner. L'exemple qu'on a nous au groupe SOS sur la partie RH, puisque c'est partie de mes sujets, c'est de se dire, on n'a pas une stratégie RH avec des tonnes de plans d'action détaillés, communs pour tous, pour dire en fait que vous soyez infirmier dans un hôpital, que vous soyez conseiller en mobilité inclusive, que vous soyez chef de chantier dans une rénovation de monuments historiques et des personnes de l'emploi, peu importe le métier du groupe SOS, je ne vais pas moi travailler en tant que DRH à faire en sorte que vous ayez une politique RH commune, avec une politique salariale commune, des avantages communs, des accès formation communs. On n'a pas les mêmes écosystèmes, vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes besoins sur les territoires et dans vos business. La promesse RH, c'est orienter sens. Tu parlais du sens, c'est de se dire, c'est ça l'essentiel. Et donc, moi, à la My Group, évidemment, après, au niveau établissement, équipe, il y a besoin de rentrer dans plus de détails, mais à la My Group, on a travaillé sur 3 niveaux. 3 niveaux qui sont tous les drivers du sens au travail. Et se dire, finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont bien dans l'organisation, puisqu'on quitte rarement une organisation, on quitte un manager, en tout cas, on quitte un collectif de travail de proximité. Et donc, c'est de se dire, le premier sujet de la politique RH, c'est le sens individuel. Est-ce que je suis en bullshit job? Est-ce que je ne sais pas quelle est ma contribution? Quand je suis aide-soignant dans un EHPAD, a priori, il n'y a pas tellement de bullshit job. Éventuellement, on a d'autres difficultés, mais en tout cas, on ne peut pas se dire qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Donc, la première brique, c'est on s'assure que tous nos jobs aient du sens, aient de l'impact, et je le vois, et que chacun puisse le voir. Le deuxième brique, elle est collectif de proximité.
on vient dans l'organisation, on vient aussi pour un manager, en tout cas un collectif qui facilite la diversité, qui facilite le point de vue, qui me respecte, qui est en capacité de s'adapter à minima à mes idées, mes pensées, mes aléas, mes difficultés, mes fragilités, etc. Donc ce collectif qui me permet de vivre et d'être valorisant, c'est un énorme bloc, entre guillemets, du pourquoi les gens viennent ou restent en organisation. Et le troisième bloc, c'est le bloc un peu méta, c'est pour quelle entreprise je passe 200 jours par an, entre guillemets. Pour quelle entreprise, pour quel objectif global, même si je ne le vois pas au quotidien, pourquoi je travaille. Le groupe SOS, on a décidé d'être un groupe sans actionnaires, sans dividendes à verser, avec l'ensemble des résultats réinvestis pour nos contributions et se dire, en fait, je travaille pour le groupe SOS, mon métier a du sens, mon collectif, on travaille pour faire en sorte que les collectifs soient valorisants et bienveillants, et en plus, on travaille pour un but affiché sur lequel je suis capable d'aller demander des comptes aussi, sur dire à quel impact on a eu collectivement, globalement pour cette entreprise. Donc ces 3 niveaux pour moi qui contribuent à donner sens, entre guillemets, ne définissent à aucun moment le quoi. Oui. Le métier compte peu. Est-ce que vous avez le sentiment que votre métier, votre contribution a de l'impact ? Oui, tant mieux. Le collectif favorise le fait que vous ne soyez pas seul et que votre impact est démultiplié par les collègues. Oui. Et l'entreprise qui le porte pour des bonnes raisons et ne vous demande pas forcément de réduire vos moyens pour quelques politiques éventuellement sur côté économique, par exemple. Thibaut, une question, on a beaucoup évoqué l'alignement ou le manque d'alignement entre les valeurs du collaborateur et celles de l'entreprise. Est-ce que tu penses que nos enfants auront un désir d'alignement plus fort, justement, entre le sens de leur vie et le sens qu'ils mettent au travail ? J'ai envie de croire que oui, puisque déjà, je pense qu'on en a plus d'alignement aujourd'hui que ce qu'on se permettait hier, entre guillemets. Et encore une fois, quand on parlait de la porosité entre les écosystèmes, entre guillemets, de se dire que demain, l'entreprise doit être un écosystème vivant à l'image du vivant et à l'image de la société qui doit le devenir. Donc je pense que le sujet de porter ces valeurs, entre guillemets, et que nos enfants osent le faire, c'est une question d'oser. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans, je reprends le livre de Jean-Bois Solade dont on parlait tout à l'heure, sur le travail dans 20 ans, on peut se poser la question encore probablement dans 20 ans et se revoir dans un podcast dans 20 ans, Frédéric, c'est de se dire, on le fera. Possiblement, hier on ne s'autorisait pas à se questionner là-dessus, puisqu'il y avait le monde de l'entreprise, avec ses codes, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, comment on doit s'habiller, comment on doit se comporter, comment on doit discuter, coopérer, etc. De plus en plus, on a une porosité qui autorise le personnel à rentrer dans l'organisation. Et donc, cet alignement, je pense qu'il va être de plus en plus assumé. Et donc, les entreprises ont ce besoin de se réinventer, entre guillemets, et de porter leurs valeurs, de dire pourquoi on entreprend ? Pourquoi on vous demande de venir nous aider à entreprendre si on est dirigeant, par exemple ? Pourquoi nous rejoindre ? Et donc, nos enfants, je le souhaite, choisiront encore mieux, avec plus de responsabilité, leur contribution dans une organisation, qu'ils le fassent en freelance, en auto-entrepreneur, en salariat. Je pense que ce sujet de contribution et de pourquoi le faire nécessite, pour nos organisations, d'être encore plus clair sur la définition de qui on est, qui on veut être. Est-ce qu'on veut être une entreprise plus inclusive, plus diversifiée, qui s'engage pour une société plus durable, etc. Donc ces engagements de valeur sont à l'image de la société de plus en plus nécessaires, souhaités, souhaitables et invoqués par les jeunes générations encore plus que celles d'hier. Mais Thibaut, et en même temps qu'on parle de ça, et là tu me fais faire encore une autre digression, tu sais, il y a toutes les entreprises qui embrassent par exemple, le télétravail, le sujet facile du télétravail qui est tombé sur toutes les entreprises au même moment et sur lequel certaines entreprises étaient déjà aux prémices ou étaient déjà bien au clair sur ces sujets-là, avaient déjà structuré des codes de bonne conduite et ainsi de suite, et avaient internalisé le télétravail. Et toutes les entreprises qui n'avaient pas du tout internalisé. Post-Covid, la question s'est posée, oui, mais est-ce que du coup, dans le monde dans lequel on est, il ne faut pas arrêter le télétravail, passer la semaine de 4 jours, restructurer, ramener les équipes, rediscerner les vies pro des vies professionnelles, recadrer les choses. Et je crois que sur la scène politique et sociale, il se passe aussi des émergences contradictoires avec les démocraties qui ont été construites et le libéralisme, et peut-être un retour au protectionnisme, à l'autocratie. Et donc, il y a potentiellement ces deux mondes qui s'amontrent et ces deux forces qui sont toujours sur la planète et potentiellement aussi sur les planètes de l'entreprise. Est-ce que aujourd'hui on prévoit que nos enfants puissent être de plus en plus alignés et être en capacité, je crois, c'est ce qu'on disait, d'aligner leurs valeurs perso avec les valeurs d'entreprise? Mais est-ce que tu n'as pas peur que finalement, il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font le choix de ramener tous leurs salariés en présentiel, de restructurer les choses, d'être dans une logique productiviste,
donner des dividendes à leurs actionnaires, de devoir être contraints sur un plan financier, productivité, globalisation, et de jouer le jeu plutôt de la structure et d'encadrement plus fort, plutôt que de s'ouvrir à l'acceptation d'une grande variété d'universités. Je trouve qu'il y a ces deux courants. Est-ce que tu penses que le courant qui gagnera, en conclusion, ça sera plutôt celui qu'on vient de décrire et qui permet l'alignement, ou plutôt l'autre dans lequel il y aura un retour à un désalignement entre j'ai ma vie pro et ma vie perso? Je pense que la réponse est probablement avec un curseur un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que je pense que il n'y a pas de bonne réponse, puisqu'il y a autant d'humains que d'attentes, et chaque personne a des attentes différentes en fonction de son moment dans la vie. Encore une fois, quand on est jeune parent, on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins de flexibilité, quand on est jeune professionnel, etc. Donc, la capacité des organisations à s'adapter aux personnes qui contribuent à leur projet d'entreprise, pour moi, c'est ça la clé. Et donc, aujourd'hui, que ce soit, il n'y a pas de bonne solution, ni de full télétravail, ni de full obligation. Je pense que le curseur, il est à définir pour chaque entreprise, voire même pour chaque équipe, voire même pour chaque individu. Et donc, comment on est en capacité d'adapter en permanence nos organisations aux individus qui la composent et à leurs attentes et leurs aspirations. Et donc, ça va nécessiter énormément de boulot pour les DRH et pour les managers, parce qu'il va falloir être en capacité de bien vivre la diversité fluctuante permanente. Et je pense qu'on peut le faire, on l'a vu avec l'obligation, avec la crise sanitaire. Ça n'a pas été de tout repos pour tout le monde et que tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière, mais néanmoins, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ceux qui ont poussé le curseur un peu loin, des entreprises qui ont changé leur bureau et qui ont dit on ferme, tout le monde chez soi. En fait, vous avez perdu aussi des gens qui disent non, mais moi j'ai besoin de retrouver une forme de collaboration avec mes collègues, de vie d'entreprise. Ah oui, mais du coup, la réponse, si c'est 100% retour du lundi au vendredi, ah non, c'est mal compris. Donc, il y a une question de dialogue et d'adaptation à son écosystème qui revient pour moi comme étant la clé, le bon sens entre guillemets, de l'adaptation, c'est la clé pour demain, je pense, encore plus qu'aujourd'hui. Et tu as raison, Thibaut, je pense qu'il y aura toujours, autant qu'il y a de la diversité parmi les individus, il y a de la diversité dans les entreprises. Il y a des entreprises qui sont très structurantes et d'autres qui sont très agiles, très ouvertes sur plein de domaines. Donc, tous ces mondes coexistent en même temps. Est-ce qu'il en faut un qui soit plus dominant qu'un autre ? Pas sûr. En tout cas, je pense qu'il faut que, quand on revient à nos enfants, je pense que nos enfants seront collaborateurs demain de je ne sais quel projet d'entreprise, sans doute managers et autres, peut-être derrière en fonction de leur métier, et de se dire que c'est d'abord le bon sens, d'abord la capacité de faire le tri et d'écouter les signaux faibles. L'IA, ou quelles que soient les IA qui évoluent, je pense, ne remplaceront pas complètement la capacité des humains à lire les signaux faibles et à s'adapter. Et donc, pour moi, le sens pratique, l'écoute, l'empathie, le sens critique aussi par rapport à la quantité d'informations sont des éléments qui feront que nos collaborateurs de demain, et nos enfants en particulier, passeront probablement à la manœuvre de cet alignement des valeurs, alignement de leurs contributions, parce qu'ils seront à l'écoute de leur écosystème, j'espère encore plus que nous, et encore plus que les personnes avant nous. Thibaut, toi et moi, il faut qu'on prenne rendez-vous dans 20 ans pour faire le même podcast. Absolument. Et on verra si on avait raison ou tort. Avec plaisir. Super. C'est tenu. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.